Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de rester dans l'actualité, mais pas l'actualité anxiogène, etc. Vous savez que j'aime bien faire des petits breaks et qu'on s'intéresse à des choses qui nous donnent un petit peu d'enthousiasme, un petit peu de positivité, un petit peu de mystère. Et aujourd'hui, en plus, ça se passe dans un de mes continents préférés. Imaginez un paysage aride du sud de l'Australie. Le sol est sec, rouge, brûlé par des millions d'années de soleil. Et pourtant, au milieu de cette poussière ocre, on ramasse parfois des éclats minuscules, comme des morceaux de ciel tombés sur terre. Des fragments de verre, d'un bleu sombre, presque hypnotique. Pendant longtemps, on n'y a pas prêté plus attention que ça. Les géologues les classaient parmi les tectites australes, ces petites billes vitrifiées qu'on associe à l'impact d'un astéroïde survenu il y a environ 800 000 ans. Un événement déjà colossal, déjà connu, rien de neuf sous le soleil. Sauf que récemment, en cette année 2025, année clairement des révélations, tout a basculé. En effet, une équipe de la Curtin University de Perth, dirigée par la géochimiste Anna Musolino et le professeur Fred Jourdan, a repris ces échantillons en main. Ils ont fait ce que personne n'avait osé faire jusqu'à présent. Une nouvelle datation isotopique beaucoup plus précise que celle qu'on utilisait jusque-là. Et les résultats sont tombés comme une gifle. Ces fragments ne datent absolument pas de 800 000 ans. Ils datent, accrochez-vous, de 11 millions d'années. 11 millions d'années, je répète. Ce qui veut dire qu'un événement cataclysmique bien plus ancien, bien plus puissant, a bel et bien frappé l'Australie. Un impact gigantesque capable de faire fondre la croûte terrestre jusqu'à créer ces éclats de verre. Et pourtant, et c'est là qu'est le mystère, aucune cicatrice. Pas de cratère, pas de traces sur les cartes géologiques. Rien. Vous vous en doutez, évidemment, les explications officielles à partir de ce moment-là se sont enchaînées à une allure qui m'a presque donné le tournis. Certains chercheurs disent le cratère a peut-être été englouti sous les sédiments. D'autres évoquent une érosion totale ou un volcanisme venu effacer les traces. Mais soyons honnêtes, depuis quand un impact capable de vitrifier la Terre disparaît-il complètement de la surface comme s'il n'avait jamais eu lieu? Et c'est là que naît tout le malaise. Parce qu'on ne parle pas de quelques cailloux anodins, dans le cas qui nous intéresse, ce sont, vous allez le voir, des dizaines de fragments éparpillés sur tout le sud du continent, comme si la Terre nous tendait une poignée de miettes, mais avait simplement effacé la table entière. Et c'est ici que la vraie question se pose. Si ces verres bleus ne sont pas la simple conséquence d'un impact naturel, alors qu'est-ce qu'ils sont vraiment? Des éclats d'un ciel brisé, les restes d'un artefact perdu ou la signature d'une intervention qu'on préfère ne pas nommer? Vous allez voir, c'est absolument fascinant. Mais avant de plonger dans ces mystères, laissez-moi vous présenter mon partenaire du jour que j'affectionne tout particulièrement. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques mois, je vous avais parlé de cette marque incroyable, Holzkern. Je vous avais montré leur sac en bois, leur montre en métal, et franchement, j'avais été bluffée par la qualité et la tenue dans le temps. Et bien devinez quoi? J'ai accepté de refaire une collaboration avec eux, parce qu'entre-temps, j'ai eu le temps de les tester au quotidien. Je sais pas, vous l'avez peut-être très certainement vu parce que la montre, je l'ai absolument sur toutes mes vidéos, je l'adore et je peux vous dire, je peux vous confirmer que ça tient, ça dure et ça attire vraiment les regards. On ne m'a jamais autant complimenté. Regardez ce que j'ai reçu récemment et franchement, j'adore. Celle-là, c'est pas juste une montre, c'est un morceau de nature et de design. Boîtier en zebra wood, un bois rare aux veinures presque animales, cadran en véritable marbre vert, mouvement à quartz ultra précis et surtout, des aiguilles luminescentes qui brillent même dans l'obscurité. Et si vous aimez les fonctions pratiques, les chronophages intégrés se manipulent en un clic. Clairement, c'est un compagnon polyvalent pour tous les jours, mais avec un côté luxe hyper assumé. Vous l'avez vu en photo, regardez, je l'ai. Elle est en bois, elle est hyper légère, elle est hyper originale, je l'adore. Mais attendez, vous allez voir, c'est pas tout. Parce qu'il ne s'arrête pas qu'aux montres. Regardez donc cette bague Silverstream, du topaz bleu clair monté sur un argent travaillé en électroformage, ce qui donne ses formes organiques uniques. Chaque pièce est littéralement impossible à reproduire à l'identique. Regardez, je l'ai là, hein. Je l'ai là. Moi, je suis fan de bagues. C'est mes bijoux préférés. Si je ne devais choisir que de bijoux, je prendrais les bagues. Et je suis pas déçue parce que vraiment, elle est très belle.
Et c'est pas tout. Regardez encore ce collier à perles d'eau douce et plaqué or. C'est le genre de bijou qui transforme n'importe quelle tenue en statement intemporel. Je l'ai là. Je sais pas si vous la voyez en photo, mais je le porte, j'ai que des compliments. Et vous voulez savoir le petit plus, ce que j'aime particulièrement chez Holzkern, c'est que chaque pièce raconte une histoire. Matériaux nobles, petite série, exclusivité. On est loin de la consommation à outrance et la consommation fast consommation. Et ça se sent parce que tous les moindres détails sont réfléchis. La dernière fois, vous avez été hyper nombreux à utiliser mon code et à vous faire plaisir ou à offrir ces bijoux en cadeau. J'ai reçu vos retours, certains les ont même offerts pour des anniversaire et les gens ont été ravis, ça a fait son effet. Alors du coup, pour ceux qui auraient manqué l'occasion ou si vous voulez compléter votre collection, c'est le moment parfait. Avec mon code MAZIKIN, vous avez 15% sur toute la boutique Holzkern. La livraison est rapide, gratuite et ça arrive directement depuis Vienne en 2 à 5 jours. Et si vous n'êtes pas satisfait, retour gratuit sous 24 jours. Et honnêtement, j'ai sauté sur cette collaboration parce que je me suis dit qu'avec les fêtes de Noël qui approchent, honnêtement, c'est une idée cadeau idéale. Et c'est un très beau cadeau. Ou pour vous, ça peut être juste un petit plaisir à vous faire parce que des fois, c'est important de se récompenser. Parce que franchement, on a tous besoin de morceaux de nature qui nous accompagnent. Et c'est tellement original que franchement, vous ferez votre effet. Allez, maintenant, il est temps de plonger dans notre sujet du jour et vous allez voir. Il est passionnant. Alors installez-vous confortablement, thé, café, matcha, popcorn, on y va, on y go. Et c'est maintenant les amis. L'Australie est un continent de paradoxes, une terre qui semble immuable, écrasée par le soleil et le désert, et pourtant parcourue de cicatrices invisibles. Car au milieu de ces plaines rouges et arides, je vous le disais en introduction, les chercheurs ont mis au jour quelque chose qui ne devrait pas exister. De minuscules éclats de verre bleu sombre, uniques au monde, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sur Terre. Ça, faut bien que vous compreniez, ces pierres sont endémiques à l'Australie. Et vous allez voir, il faut savoir que ces fragments, baptisés ananguites, dessinent une bande étrange de près de 900 km de long dans l'outback sud-australien, de Mont Davis et Raspberry à l'ouest jusqu'aux abords du lac Erie. Imaginez cette trace invisible qui coupe le continent comme une balafre fossile. Et pourtant, au-dessus de ce sol creusé de silence, rien, mais absolument rien, n'indique l'origine d'un tel cataclysme, parce que seul un cataclysme de grande ampleur peut produire ces espèces d'éclats de verre vitrifiés. Les datations sont formelles. Ces verres sont nés il y a presque 11 millions d'années, d'après, donc, comme je vous l'explique en introduction, la dernière datation mise à jour la semaine dernière. Bien plus ancienne donc que les australites plus connues, issues de l'impact colossal qui a ouvert la planète il y a 780 000 ans. Et au-delà de la datation, ce qui déroute aussi les chercheurs, c'est leur chimie. Une richesse inhabituelle en sodium et en potassium, comme une signature étrangère que l'on ne retrouve dans aucun autre tektite connu. Alors, forcément, ça secoue. Comment expliquer un tel phénomène ? La version officielle évoque un impact sur un arc volcanique aujourd'hui englouti, peut-être du côté de Sulawesi ou des Philippines. Et le choc, en fait, aurait vaporisé la roche, projetant au loin une pluie de verre qui serait venue s'écraser sur l'Australie. Imaginez le truc. Forcément, cette explication officielle laisse un gros vide. Car un impact d'une telle ampleur, capable, je le répète, de vitrifier la matière et de l'envoyer sur 900 km, aurait dû laisser une cicatrice. Une preuve de son passage, quelque chose, un cratère identifiable, une structure circulaire visible par les satellites. Or, il n'y a rien. Comme si la Terre avait effacé les traces de sa propre blessure. Et fort. Ah, regardez qui est là, Madame Duchesse qui vient nous dire bonjour. Elle aime bien Duchesse, les mystères du monde. Elle préfère les mystères du monde que les théories autour des faits divers.
définitivement. Et donc je reprends, je disais, et c'est là, forcément, que les hypothèses alternatives surgissent. Certains chercheurs indépendants voient dans cette absence un paradoxe trop grand pour être ignoré. Et moi je suis d'accord avec les chercheurs indépendants. Peut-être, disent-ils, que ces pierres ne sont pas seulement les éclats d'un impact, mais les restes d'une structure plus vaste, brisée il y a des millions d'années. Certains encore vont jusqu'à parler d'un dôme, d'une voûte céleste fracturée dont ces fragments seraient les miettes. Vous savez que j'ai déjà parlé de la théorie du firmament, la théorie du dôme, etc. Je vous mets toutes les vidéos connectées à ces sujets en barre de description de celle-là et j'adore ces théories, j'adore ces hypothèses. Et justement, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, j'avoue que c'est une lecture ésotérique certes, mais qui résonne étrangement avec des mythes aborigènes décrivant un ciel qui se déchire et une barrière qui s'effondre. Encore une fois, on se rend quand même compte que les mythes et légendes sont étrangement connectés pour des gens qui ne se croisaient pas, qui vivaient aux quatre coins du monde et qui pourtant avaient les mêmes croyances, avaient des pierres différentes selon les régions, mais toutes liées avec des histoires classées comme mythes par le narratif officiel, mais qui se ressemblent étrangement, où un dôme est involve. D'autres chercheurs indépendants avancent que nous pourrions être face à la mémoire matérielle d'une civilisation perdue. Car la couleur bleue n'est pas anodine. Dans de nombreuses cultures, elle est sacrée, associée au divin, au céleste. Et ces chercheurs se posent une question bien simple. Et si ce verre, loin d'être le simple produit d'un hasard cosmique, portait la trace d'un savoir ancien? Une vitrification volontaire, pulvérisée ensuite par un cataclysme qui aurait dispersé ses éclats à travers le continent. Tout est permis en vérité parce que personne n'a d'explication. Et puis il y a cette idée, on ne peut plus dérangeante, celle d'un dépôt intentionnel, comme si une intelligence extérieure avait laissé là un message codé en utilisant la pierre comme une encre indestructible. Une bouteille lancée dans l'océan du temps à la dérive dans le désert australien, attendant que nous apprenions à le lire. Et encore une fois, ce ne sont pas mes théories, ce ne sont pas mes hypothèses, je vous parle des théories, des hypothèses de chercheurs indépendants et que je trouve assez intéressantes. Parce que, quoi qu'il en soit, ces verres bleus sont là. Et entre la nouvelle datation et entre leur chimie, ils posent de nombreuses questions. Petits, discrets, mais porteurs d'une énigme que ni la science ni l'imagination n'ont encore réussi à clore. Soit ils sont les témoins d'un impact que nous n'avons pas encore retrouvé, soit ils sont la preuve que certaines cicatrices de la Terre ne s'effacent pas seulement de sa surface, mais aussi de notre mémoire. Et en vérité, j'ai envie de vous dire, ce n'est même pas un hasard si c'est l'Australie qui les a conservés. Car ce continent regorge de lieux maudits, d'endroits où la pierre elle-même semble imprégnée d'une force sombre. Le plus redouté de tous ces endroits, et Dieu sait qu'il y en a, c'est une montagne noire, massive, où hommes et animaux disparaissent depuis des générations, la Black Mountain. Au nord du Queensland, à une vingtaine de kilomètres de Cooktown, surgit un chaos de pierres qui défie l'imagination. Regardez donc ces images. Une masse noire, colossale, dressée comme un bloc de ténèbres au milieu de la forêt tropicale. De loin, on dirait un monolithe sorti de terre. Mais en s'approchant, on découvre qu'il ne s'agit pas d'une montagne lisse, mais d'un empilement titanesque de blocs de granit noircis. Certains longs de plus de 6 mètres, jetés les uns sur les autres, comme par une main géante. Les aborigènes Kukuni-Ungekal, j'ai tué le nom, excusez-moi, je vous l'écris parce que ça doit très certainement pas se prononcer comme ça, l'appellent Kalkajaka, la montagne de la mort, ou le lieu des lances. Depuis des siècles, ils la redoutent, persuadés qu'elle abrite des esprits mauvais, des démons mangeurs de chair et des fantômes de guerriers massacrés. Pour eux, Kalkajaka n'est pas une montagne, c'est une bouche, une gueule de pierre qui réclame des âmes. Et vous savez quoi ? L'histoire semble leur donner raison. Depuis que les colons européens ont posé le pied dans la région, la montagne s'est forgée une réputation terrifiante. En 1877, un cavalier nommé Greiner s'y enfonce pour chercher un veau égaré. Lui, son cheval et l'animal disparaissent à jamais. Quelques années plus tard, c'est un bandit surnommé Sugarfoot Jack, réfugié dans les anfractuosités après une fusillade. Lui non plus ne reviendra jamais.
Puis aussi un policier, le constable Ryan, traquant un fugitif. Il pénètre dans une cavité et se volatilise sous les yeux de ses collègues. Et des histoires comme ça, il y en a pléthore. Les disparitions s'accumulent. En 1932 encore, un randonneur du nom de Harry Page disparaît à son tour. Dans d'autres cas, on retrouve un corps, mais jamais aucune explication. Les rares rescapés parlent d'échos étranges, de souffles brûlants, d'odeurs de soufre, de sensations d'être observés par des présences invisibles. Certains affirment encore avoir entendu des gémissements, des cris ou le battement d'ailes d'animaux monstrueux. D'autres parlent encore d'ombres reptiliennes, furtives, aperçues dans les interstices. La science, bien sûr, quant à elle, la science vendue au système, cherche des causes rationnelles. Le granit noir se fissure sous l'effet de la chaleur et de la pluie, des blocs entiers se disloquent dans un grondement sourd, créant un labyrinthe de gouffres, de cavernes et de couloirs suffocants. L'air chauffé dans la journée s'échappe en rafales brûlantes par les failles. Ajoutez à tout ça l'instabilité du terrain, les chutes soudaines, l'obscurité totale, et vous avez un piège mortel pour quiconque s'y aventure. Bon, ça fait beaucoup de réactions chimiques pour une seule place selon moi, mais vous le savez, c'est toujours les petites ficelles de la science. On vous inonde de théories, d'hypothèses qui tiennent la route mal en balance scientifiquement, mais qui en soi ne sont absolument pas la réponse absolue à ce qui se passe. Et pourtant, beaucoup tiennent ça pour vérité absolue et non pas comme potentielle hypothèse explicative. Parce que même cette explication peine à épuiser le mystère. Pourquoi tant de témoignages évoquent-ils des lumières anormales, des créatures, des disparitions sans aucune trace? Pourquoi les instruments de navigation des avions qui survolent la montagne se dérèglent-ils parfois comme si une anomalie invisible saturait l'air? Pourquoi, enfin, les traditions aborigènes persistent-elles à dire que Kalkajaka est un lieu maudit, intouchable, où l'on ne doit pas poser le pied? Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Certains avancent que Black Mountain ne serait pas seulement un chaos naturel, mais la façade effondrée d'une structure beaucoup plus vaste, peut-être un ancien complexe souterrain. On parle de trésors engloutis, de cités perdues, voire de bases non humaines dissimulées dans ses entrailles. D'autres suggèrent que la montagne agit comme une antenne, amplifiant des énergies invisibles, capables de troubler les perceptions et de brouiller les esprits. La vérité est peut-être beaucoup plus simple, ou peut-être beaucoup plus terrible, car la montagne est toujours là, dressée, noire et menaçante, défiant quiconque de percer son secret. Et quand le vent s'engouffre dans les vagues, il produit des sons qui ressemblent à des hurlements, comme si Kalkajaka rappelait aux vivants qu'elle a faim encore et toujours. Et ce lieu, apparemment, quand on y va, est rempli d'une énergie qui vous bouleverse, palpable. J'adore. Moi, j'ai été en Australie, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'aller visiter Black Mountain. J'ai fait, je vous en avais parlé dans mes vidéos, j'ai fait la Gold Coast, j'ai fait Brisbane, j'ai fait Melbourne, j'ai fait Sydney, et j'ai vu des trucs de fou en Australie. C'est vraiment un pays à part. Et j'en ai vu d'autres, parce que Black Mountain est très très loin d'être une exception. L'Australie semble en effet parcourue de ces lieux où la géologie bascule dans le mythe, où les pierres elles-mêmes racontent une histoire d'effroi. Plus au sud, en effet, un autre site, paisible en apparence, cache un passé sanglant et un parfum de malédiction. Les Devil Marbles. Au cœur du désert du territoire du Nord, là où l'horizon brûle et où la chaleur semble dissoudre les mirages, s'étend un champ de pierre qui défie la raison. Imaginez des blocs de granit rouge et noir, certains gros comme des maisons. Regardez ces photos, parfaitement sphériques, posés les uns sur les autres comme si un géant avait joué aux osselets avec la terre. Ce lieu, les Européens l'ont baptisé le Devil Marbles, les billes du diable. Mais pour les peuples aborigènes, Warrumungu, Kaiteyewu et Aliware, il porte un autre nom, Karlu Karlu, les pierres sacrées. Visuellement, vous le voyez en photo, c'est un choc. Au milieu de nulle part, sur des kilomètres, des centaines de rochers colossaux se dressent, certains fendus en deux, comme si une épée titanesque les avait tranchés. D'autres tiennent un équilibre précaire, défiant les lois de la gravité depuis des millénaires. Les scientifiques expliquent qu'il s'agit d'un phénomène d'érosion. Le granit, chauffé et refroidi, s'est fracturé en sphères au fil des âges. Mais bon, vous avez vu les gars, comment c'est coupé en deux, cette explication technique ne suffit clairement pas à éteindre l'étrangeté. Je comprends même pas comment certains ont pu dire « Ah bah oui,
c'est un phénomène naturel. Ça s'est coupé franchement en deux comme si ça avait été coupé par un sabre. Mais oui, cette explication de granit chauffé et refroidi tient large la route. Mais enfin, c'est pas crédible une seconde, car ces pierres semblent placées intentionnellement comme un jeu d'architecte oublié. Pour les aborigènes, Karlu Karlu est un site du temps du rêve, lié aux ancêtres créateurs. Mais c'est aussi un lieu redouté, associé à des histoires de malédiction et d'interdits. Les récits parlent d'esprits piégés dans la roche, de voyageurs frappés de folie après avoir passé la nuit parmi les pierres, des sons étranges résonnant entre les blocs à la tombée du jour. Certains affirment avoir vu les pierres vibrer ou se déplacer subtilement comme si elles étaient vivantes. Et encore une fois, des témoignages, il y en a la dose. Et il y a aussi toutes ces légendes, encore plus sombres, chuchotées dans l'outback. Les Devil Marbles seraient en fait les restes pétrifiés d'êtres colossaux, figés par un châtiment cosmique. D'autres disent encore que ces sphères seraient tombées du ciel, fragments d'une guerre ancienne, preuve d'un bombardement oublié de l'histoire humaine. On raconte même que certaines nuits, sous la pleine lune, des lumières inexplicables circulent entre les pierres, comme si elles gardaient une mémoire électrique d'un événement lointain. La science, encore une fois, réduit ces visions à des illusions, fissures naturelles, sons d'érosion, jeux d'ombre, etc., etc. Encore une fois, c'est toujours les mêmes explications scientifiques, peu importe où on se trouve, peu importe les températures, peu importe la durée, le temps, enfin bref. Mais bon, ça peine encore une fois à expliquer pourquoi ce sentiment persistant que les Devil Marbles ne sont pas de simples roches. Pourquoi cette impression que tous les gens qui vont sur place partagent de se tenir dans un sanctuaire interdit, un lieu qui n'appartient clairement pas tout à fait à notre monde. Parce que ça commence à bien faire leur explication, qui occulte complètement les ressentis, les intuitions, qui font passer les gens qui assistent à des choses paranormales ou en tout cas difficilement explicables pour des idiots, pour des éberlués, pour des faibles. Ça me saoule, parce que je me rends compte qu'il y a un phénomène qui grossit, qui s'amplifie et qui est un petit peu pénible de débunkage. Et le problème, c'est que je me rends compte aussi qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils vont regarder une vidéo de débunkage, si c'est la dernière vidéo qu'ils vont regarder de la journée, ça va être le dernier qui a parlé qui a raison. Et comme c'est un débunkage et que ça se veut un petit sarcastique, genre on est trop fort, on a vu le poteau rouge, je me rends compte que beaucoup de personnes tiennent pour vrai certains débunkages, en particulier sur TikTok, alors que ça vole pas haut, qu'il n'y a pas de véritable investigation, que les gens qui débunkent, au final, on se rend compte qu'ils se drapent dans leur rôle de débunker, moi je vous dis la vérité, de choses dont en fait ils ne savent pas plus, parce que s'ils critiquent les infos originelles, les leurs volent pas plus haut, quoi. Bref, c'était ma petite parenthèse, mais je tenais à le dire parce que, puis en plus maintenant c'est trop facile, hein. AI, oui c'est tout l'intelligence artificielle. Je vous l'ai dit, il va falloir qu'on soit très vigilant. Mais là pour le coup, on va pas pouvoir venir me taxer de AI, puisque c'est des infos scientifiques, publiées dans des revues scientifiques, qu'il s'agit d'une découverte qui interroge à nouveau le narratif officiel, et que l'Australie, ces mystères, ils existent bien avant l'histoire d'intelligence artificielle. Et comme je vous le disais, c'est loin d'être les seuls mystères de l'Australie. Parce que si l'Australie garde à ciel ouvert ses mystères de pierre, elle cache aussi des secrets bien plus profonds, enfouis dans ses entrailles. À 200 km de la côte sud, dans la plaine aride de Nullarbor, s'ouvre un gouffre béant, la Cunalda Cave, une descente vertigineuse dans les entrailles du désert. Et là, au fond, ce que personne n'attendait, des parois regardées couvertes de stries, de gravures, de mains laissées par des hommes il y a plus de 22 000 ans. Officiellement, ces marques sont des motifs à la craie tracés par des chasseurs-cueilleurs. Mais les archéologues qui les ont découvertes dans les années 1950 l'ont dit sans détour. Aucun site en Australie n'avait montré un tel degré de complexité symbolique. Des milliers de traits géométriques, alignés, répétés comme un code. Pas de scènes de chasse, pas de scènes d'animaux, pas de silhouettes humaines. Non, un langage graphique, abstrait, presque mathématique. Après cette découverte, vous vous en doutez, certains ont voulu pousser l'analyse encore plus loin, ceux qui se sont pas tout de suite mis des œillères en se disant « Oh,
les chasseurs-cueilleurs rupestres qui adorent dessiner des petits oiseaux dans les caves. Non, non, non. Ceux qui ont l'esprit ouvert et qui sont des vrais chercheurs dans l'âme, des chercheurs de vérité dans l'âme, eux, immédiatement, ils se sont dit, tiens, c'est bizarre, il nous faut absolument étudier ça de plus près. Eh bien, devinez quoi? En 2022, la Cunalda Cave est vandalisée. Des pans entiers de parois vieilles de dizaines de millénaires griffés, détruits à jamais, rendant les gravures initiales complètement illisibles. Officiellement, après enquête, de simples graffitis d'imbéciles, auront dit la police. Mais beaucoup s'interrogent. Parce que déjà, quels sont les gars? Parce que, ok, je suis d'accord, les graffitis, les jeunes, mais faut y aller, hein. Faut descendre en varap, hein. Faut avoir la volonté. Faut quand même être sacrément intense pour se dire, c'est-à-dire, tu t'imagines le jeune, puisque généralement les graffitis, c'est des jeunes, qui se dit, tu sais quoi? Là, je viens de voir ces gravures historiques. Moi, je vais aller au fin fond du désert, marcher par des températures de fou, me perdre dans une crevasse. Je vais descendre à Varap avec mes bombes en graffiti. Je vais tout détruire. Pourquoi? Quelle est la volonté, quelle aurait été la dynamique de départ de ces gens qui ont décidé d'aller, je le répète encore, au milieu du désert, vandaliser des gravures historiques? Faut quand même arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Et pourtant, encore une fois, c'est passé complètement dans l'indifférence générale et les gens se sont dit, qu'est-ce qu'ils sont méchants, ces adolescents? Mais heureusement, d'autres continuent de s'interroger. Comment se fait-il que ce site classé, parce que effectivement, le site est classé au patrimoine mondial, et donc, un site classé de la sorte n'était absolument protégé par aucune surveillance? C'est étrange. Comment se fait-il encore que l'accès soit resté possible alors que les communautés locales le considèrent, tout cet endroit, comme sacré? Ça n'a pas de sens. Certains y voient un hasard malheureux. Encore une fois, ceux qui veulent pas réfléchir. Parce que moi, maintenant, ces gens-là, je les catalogue, je les étiquette. Si immédiatement tu adoubes les théories officielles qui ne sont que des hypothèses bancales, c'est juste que tu veux pas réfléchir. Voilà. C'est ça, c'est oh là là, oh, ça me bouscule, il peut y avoir des questions gênantes. Non, c'est ça, c'est des graffitis. Mais heureusement, d'autres, plus nombreux, parlent d'un effacement volontaire de mémoire. Car dans ces stries géométriques, certains chercheurs indépendants de vérité croyaient distinguer des cartes stellaires, des représentations d'alignements solaires, des schémas qui rappelaient des codages vus dans d'autres cultures paléolithiques, comme si les anciens habitants de l'Australie avaient eu accès à une science oubliée. Encore une fois, autre continent, autre partie du monde, et pourtant, histoire similaire. Le plus troublant, c'est que Black Mountain, Devil Marbles et Cunalda Cave ne sont absolument pas uniques. Tout autour de la Null Arbor, d'autres cavités, souvent interdites, recèlent des gravures énigmatiques. Beaucoup sont aujourd'hui fermées, murées parfois, ou tout simplement gardées sous silence, comme si l'on ne voulait pas que ces traces ressurgissent. Ne me dites pas, une fois encore, que tout ceci est normal et qu'il n'y a rien de mystérieux derrière ça, parce que vous passeriez pour un sombre imbécile, désolé de vous le dire. Vous n'avez pas la science infuse. Les scientifiques continuent de chercher. Excusez-moi, mais si on sait tout, pourquoi il y a toujours des sciences? Pourquoi il y a des gens, il y a des chercheurs qui continuent à creuser? Où on savait, vous savez, tout le monde sait. C'est quand même bizarre, parce que pour tous ceux qui viennent nous agresser chaque fois qu'on essaie de réfléchir et d'aller un petit peu plus loin, j'ai envie de vous demander, expliquez-moi pourquoi il y a toujours des recherches, pourquoi il y a toujours des scientifiques et pourquoi on continue de creuser si vous savez tout, que c'est gravé dans la pierre et qu'on n'a pas le droit de voir plus loin que le bout de notre nez. Pensez-y 2 secondes. Parce que nous dit des endroits comme par exemple Cunalda Cave? Déjà qu'avant même l'Europe, avant Göbekli Tepe, l'Australie abritait des hommes capables de coder, de transmettre, de penser en symboles. Et ce savoir, au lieu d'être célébré, a été volontairement effacé. De la surface brûlée du désert jusqu'aux entrailles de ces cavernes, l'Australie apparaît comme un territoire fracturé. Mais pas seulement par le temps ou par la géologie, sachez-le, fracturé même dans sa mémoire. Les pierres bleues tombées du ciel et dont on ne trouve pas le cratère, la Black Mountain, montagne de granit qui avale les vivants comme si elle appartenait pas à notre monde. Les Devil Marbles, sphères colossales, tantôt expliquées par l'érosion, tantôt perçus comme les ossements pétrifiés de géants de notre âge. La Cunalda Cave, enfin, dont les murs semblaient contenir un code primitif, effacé sous nos yeux, comme si l'on craignait que nous ne comprenions.
À chaque étape, on est obligé de le dire, la même impression. Ce continent n'est pas seulement un morceau de terre isolé, c'est un palimpeste. Une surface réécrite encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste que des énigmes. Comme si l'Australie avait été le théâtre d'événements immenses, de catastrophes cosmiques, de civilisations perdues, de batailles qui n'ont jamais trouvé leur place dans nos manuels. Parce qu'en plus, ce sentiment de disproportion ne se limite pas qu'aux pierres. Il suffit de poser le pied en Australie pour ressentir que tout ici semble appartenir à une autre échelle. Et j'en avais déjà parlé dans mes vidéos. Moi, c'est ce qui m'a le plus choqué. Cette impression persistante que rien n'est jamais à taille humaine. Je vais vous remettre les photos, attention âmes sensibles et arachnophobes et autres phobiques des insectes, accrochez-vous, parce que les animaux eux-mêmes en témoignent de cette espèce de gigantisme. L'araignée chasseuse qui couvre une main entière, les serpents venimeux longs de plusieurs mètres, les crocodiles d'eau salée, monstres préhistoriques de plus de 6 mètres de long qui attendent tapis dans les estuaires. Même les kangourous, lorsqu'on les croise au détour d'une route, semblent démesurés, presque humanoïdes dans leur posture, frappant le sol comme des gardiens de notre temps. Ce gigantisme, cette impression d'excès a souvent été réduit par les biologistes à l'isolement du continent et à une évolution particulière de ces espèces. Mais pour d'autres, il y a un signe, un indice qui alimente une vision alternative de l'histoire de l'Australie, et si ce continent avait réellement été foulé par les géants. Les aborigènes parlent des êtres colossaux dans leur récit du temps du rêve, ces ancêtres titanesques qui façonnaient les montagnes, les fleuves et les rochers. Des traditions qui entrent en résonance troublante avec les théories des civilisations disparues, qui affirment que des peuples de taille et de force surhumaine ont un jour marché sur Terre avant de disparaître, laissant derrière eux des cicatrices dans la géographie, et peut-être aussi dans la mémoire de la faune. Car au fond, pourquoi s'étonner que des pierres colossales, des cavernes marquées de codes oubliés, des animaux surdimensionnés et des légendes de géants se retrouvent ici sur la même terre? Peut-être que l'Australie n'est pas seulement un pays isolé aux antipodes, mais bien une archive vivante, où chaque accès de la nature raconte en filigrane une histoire que nous refusons encore de lire. Parce que le plus troublant, c'est cette absence de cicatrices visibles. Là où ailleurs dans le monde, les impacts cosmiques laissent des cratères, ici, tout semble gommé, masqué, recouvert. Est-ce que c'est la nature, comme on veut nous le faire croire, ou une volonté délibérée ? Moi, je pense que j'ai un peu un début de réponse. Certains chercheurs indépendants avancent alors une hypothèse vertigineuse. L'Australie ne serait que la marge émergée d'un continent englouti, jadis relié à l'Antarctique avant que les glaces ne l'ensevelissent. Dans ce scénario, les tectites bleues ne seraient pas de simples verres d'impact, mais les fragments d'un cataclysme planétaire, éclats projetés depuis une Terre qui n'avait pas encore le visage que nous connaissons. Un événement qui aurait détruit non seulement un territoire, mais aussi une mémoire. Et ça rejoint aussi les théories de Graham Hancock, et vous savez que moi j'adore et que je valide et que j'ai tendance à être très sensible à ces théories-là. Parce qu'alors, que reste-t-il? Des pierres, des cavernes, mais surtout beaucoup de silence. Et une question obsédante. Combien de chapitres de notre histoire ont été effacés? Parce qu'au fur et à mesure des dernières découvertes, je pense que le doute n'est plus permis. L'Australie est une cicatrice, mais une cicatrice invisible. Une fracture dont on devine l'existence sans jamais pouvoir en toucher le bord. Certains posent la question suivante. Et si l'Australie était une erreur du monde? Un continent qui aurait dû se trouver de l'autre côté du fameux mur de glace. Un fragment égaré, déplacé, mais qui garde encore dans ses mystères et son gigantisme la mémoire des fameux continents interdits. Et je trouve que cette question est on ne peut plus pertinente. Et peut-être que c'est cela au fond qui fait frémir. Nous marchons sur un sol qui n'a pas fini de parler, un sol qui garde en lui ses secrets de notre temps. Et la vraie question n'est donc plus de savoir si nous les découvrirons un jour, la vraie question est surtout, serons-nous capables d'accepter ce qu'elle révèle? Mais j'ai confiance, étant donné que force est de constater qu'en ce moment, ça s'accélère. Toutes les semaines, il y a une révélation qui remet en cause complètement le narratif historique officiel. Et c'est dément, parce que j'ai hésité entre vous faire ça aujourd'hui et vous faire... Ils ont découvert un crâne
pareil, qui remet tout en cause, tout, littéralement tout en cause, mais je veux faire plus de recherches autour. Mais ces pierres-là, et puis en plus, vu que c'était connecté à l'Australie et que ça m'a permis de vous faire un petit tour d'horizon des mystères naturels d'un pays qui interroge, j'ai sauté sur l'occasion. J'avais envie de me vider la tête, j'avais un peu envie de me sortir du carcan de l'actualité, donc j'ai sauté sur l'occasion. J'espère que vous n'aurez pas été déçus. Petit disclaimer aussi pour ceux qui me demandent pour Tartaria, le 3e épisode arrive. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais parce que le bloc Tartarie, il est énorme et je voulais pas un peu partir dans tous les sens. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de trucs sur lesquels rebondir qu'en fait, je vous avoue, je me suis retrouvée face à une incapacité à construire la 3e partie parce que ça partait dans tous les sens. Alors j'ai décidé de continuer à creuser et à chercher pour affiner mon angle d'approche. Mais ça arrive, je vous promets. De toute façon, c'est mes sujets préférés. Et même si j'alterne avec des sujets d'actualité, on revient toujours aux bases. Voilà les amis, c'est terminé pour nous aujourd'hui. Vous savez que pour m'aider, le meilleur moyen, c'est de liker, de commenter, de partager et de booster. Vous êtes au top pour ça et ça aide beaucoup ma chaîne. Donc surtout, lâchez rien, continuez. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Le but étant de créer une communauté forte. Et plus on est nombreux, plus on est fort. Ne l'oubliez jamais, ça je le répète à chaque fois, mais parce que je veux vraiment que ça s'imprègne dans la tête des gens, surtout dans les gens qui ont tendance à baisser les bras. On est 99, ils sont 1%. C'est important de vraiment de garder ça en tête. Voilà, en attendant de se retrouver jeudi pour nos dossiers du Mystère dit, je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout les amis, stay safe.